Galate se suicidant ou Galate Ludovisi est une copie originale grecque. Elle date du 1er siècle après Jésus-Christ, l'original datant de 220-230 avant Jésus-Christ. Elle a été découverte à Rome en Italie, dans les jardins de Salluste lors de l'aménagement de la villa Ludovisi entre 1620 et 1623. On ne connaît pas l'artiste, mais c'est une copie d'un original grec attribué à Épigonos de Pergame et commandité par Attale Ier. La sculpture mesure 2,11 mètres de hauteur, elle est en marbre, l'original était en bronze, elle est aujourd'hui conservée en Italie, à Rome, au palais Altan. Il y a, dans cette sculpture, 2 figures humaines. Nous allons tout d'abord parler de la figure principale, l'homme. Cet homme est un Galate. Les Galates sont des peuples celtes qui, dans l'Antiquité, ont migré dans le centre de l'Asie mineure, région nommée d'après eux Galatie. Cet homme a la tête violemment tournée vers un tiers imaginaire, le front est marqué d'une ride d'expression, les yeux cernés sont grands ouverts et expressifs, ombrés par des sourcils broussailleux et froncés, la bouche est entr'ouverte laissant apercevoir la ligne supérieure de ses dents et bordée d'une épaisse moustache, la chevelure drue et embroussaillée. Le Galate a une position dynamique, jetant un regard derrière son épaule droite dans un air de défi. Il plonge un poignard, qu'on appelle un machaira, en dessous de la clavicule, dans un geste descendant pour se suicider. On aperçoit à cause de ce geste du sang s'écoulant de la plaie en filets rayonnants. L'homme présente une nudité héroïque, mis à part une chlamyde attachée autour de son cou, au flottement nerveux détaché du corps, indiquant le mouvement vif de son porteur. La figure féminine, elle, est aussi une Galate, effondrée, à genoux, aux pieds de l'homme. Sa tête est inerte, ses mèches sont sculptées, son corps est inanimé, ses bras sont ballants, mais retenus par la figure masculine par le bras gauche. Cette Galate est sans sourcils, elle n'a plus réellement d'expressivité, mais ayant la bouche entr'ouverte, aux commissures tombantes, dans un rictus laissant, on peut apercevoir ses dents et des yeux au regard flou. La sculpture repose sur un socle présentant un décor en bas-relief. À leurs pieds se trouve un grand bouclier ovale à nervure centrale, appelé tyréos. Cette scène est donc une scène de combat, grâce à la nudité héroïque et à la représentation d'une arme et d'un bouclier. Le farouche, guerrier, après avoir immolé sa femme, se retourne brusquement vers l'ennemi. Il faut imaginer un tiers imaginaire qui se dirige vers le groupe. Il défie l'adversaire et se sacrifie pour éviter la servitude. C'est donc une représentation digne et noble, avec une insistance particulière mise sur l'intensité de l'effort du combattant, qui a lutté jusqu'au dernier souffle. Bien que présenté vaincu et l'aspect morbide qui se dégage de la scène, la bravoure et dignité démontrée par le sujet ne tombent pas dans la grandiloquence, c'est-à-dire l'iconographie rehaussant le prestige du vainqueur, c'est-à-dire les Grecs, sur un ennemi digne, acharné et combatif. L'œuvre s'inscrit dans la tridimensionnalité, multipliant les points de vue, la violence des mouvements projetant les figures hors du cadre et l'emploi de compositions denses. La théâtralité. L'iconographie est réaliste mais exagérée. La scène a une intensité dramatique, j'ai morbide pris sur le vif, dans une sorte d'instantané, avec des blessures figurées de manière crue dont la polychromie sur l'original en bronze devait mettre en scène la violence et vivacité de la scène. L'expressivité, des émotions ainsi que dans la représentation des muscles exacerbés, puissants et tendus, et les tissus gonflés. Et enfin la pathos, avec des scènes pathétiques, c'est-à-dire causant une émotion vive. Réalisme et pathétique sont mêlés pour donner aux Gaulois une physionomie héroïque, mêlant l'admiration et la pitié. Cet art a pour but propagandiste. Dans le royaume de Pergame que s'est affirmé avec le plus d'ampleur et d'éclat, l'utilisation de l'art en vue de la propagande. Attale Ier va parer la ville de monuments prestigieux
et construire des édifices démontrant sa puissance.